À l'aube du 2 juillet 1853, un pêcheur japonais signale un fait étrange. On m'a dit que des bateaux brûlaient. Je suis monté sur la montagne pour avoir une meilleure vue. Les bateaux se rapprochaient. À leur forme, il était évident qu'il s'agissait de bateaux étrangers et non japonais. Ce que nous avions pris pour un brasier en pleine mer était en réalité de la fumée noire qui s'échappait de leur cheminée. Comme la plupart des inventions occidentales modernes, les bateaux à vapeur étaient inconnus au Japon. 4 d'entre eux se trouvaient maintenant dans le port. L'escadrille américaine, armée de canons et forte de près d'1 millier d'hommes, était prête à se battre pour débarquer sur les rives nippones. Le Japon était un pays entouré de mystères. Une civilisation de guerriers gouvernée par le shogun de la puissante famille des Tokugawa. Cette dynastie avait réussi à tenir l'Occident à distance depuis plus de 200 ans. Mais voilà que les puissances occidentales exigeaient désormais le droit de pénétrer au Japon. Cette nation de samouraïs pouvait-elle repousser la force industrielle d'un Occident déterminé? Découvrez avec nous les mémoires de l'empire mystérieux du Japon. Tous ceux qui sont en contact avec nous sont liés par un serment qu'ils ont signé de leur propre sang, par lequel ils s'engagent à ne pas nous dire ou nous confier la moindre information sur la situation du pays, leur religion et les secrets du gouvernement. Ce témoignage nous est rapporté par le médecin allemand Engelbert Kampfer, un des rares Européens autorisés à séjourner au Japon. C'était en 1690, et les Japonais considéraient tous les Occidentaux comme des barbares qui menaçaient l'ordre de leur société. Ils étaient décidés à garder leur île fermée à l'Occident le plus longtemps possible. La seule exception était une minuscule colonie de commerçants néerlandais qui avaient accepté de vivre confinés sur une petite île dans le port de Nagasaki. Pendant plus de 2 siècles, ce comptoir commercial placé sous étroite surveillance a constitué l'unique fenêtre par laquelle l'Europe pouvait entreapercevoir cet impénétrable pays. La compagnie néerlandaise des Indes orientales avait envoyé le docteur Kampfer pour qu'il veille sur la santé de la communauté néerlandaise. Elle lui avait également confié la mission de récolter des informations sur la vie quotidienne des Japonais. Cette tâche allait s'avérer ardue. Nous sommes sévèrement gardés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, par plusieurs gardes qui ne nous traitent pas comme des honnêtes gens, mais comme des criminels, des traîtres, des espions, des prisonniers, ou tout au moins comme des otages du shogun. Cette prison se nomme Dejima. Les Hollandais vivaient comme des prisonniers à Dejima. Mais Kampfer était fasciné par la possibilité d'écrire sur un sujet auquel personne d'autre ne pouvait avoir accès. Dejima était une minuscule enclave. Kampfer comptait 236 pas de long sur 82 de large. Jamais plus de 19 hommes n'avaient le droit de se trouver sur l'île en même temps, et aucune femme occidentale n'y était admise. Loin de chez eux, ces hommes ont fait ce qu'ils ont pu pour transformer les bâtiments d'un style architectural étrange pour eux, afin d'y recréer un peu de leur patrie. Ils ont installé des chaises et des tables hautes sur les tatamis, remplacé les futons par des lits moelleux et exigeaient qu'on leur serve des plats hollandais et non japonais. Aucun japonais n'était autorisé à avoir des contacts non surveillés avec les Hollandais, hormis les prostituées. Pour pouvoir réunir des informations pour son rapport, Kampfer avait cependant réussi à se constituer un petit groupe d'informateurs japonais involontaires. Je les faisais bénéficier gratuitement des services de ma profession, de médicaments, tout en leur servant cordialement des liqueurs européennes.
J'en profitais pour les questionner sur les affaires locales, la nature, les affaires séculières et spirituelles, dans la plus grande liberté. Les Japonais étaient aussi curieux que Kempfer. La colonie néerlandaise était également leur seul accès au monde exotique que représentait l'Occident. Mais les bribes d'informations qui arrivaient d'outre-mer étaient soigneusement contrôlées. À chaque fois qu'un navire hollandais arrivait, les dernières nouvelles d'Europe qu'il apportait devaient être transmises aux autorités néerlandaises à Nagasaki. Il fallait ensuite traduire ces informations en japonais et les envoyer sans tarder au palais du shogun. Le maître du Japon, le shogun, était avide de nouvelles du monde extérieur. Il exigeait que les Occidentaux se présentent à son palais une fois par an. Kempfer n'a vraiment vu le Japon qu'une seule fois pendant son voyage de Nagasaki à Edo, la capitale du shogun. Le voyage effectué par la route jusqu'à Edo a permis au docteur Kempfer d'entreapercevoir le monde des Japonais. Il a soigneusement consigné le moindre détail de ce périple qui a duré un mois. De nombreux honneurs, généralement réservés aux seigneurs de province, nous sont accordés. Les routes sont balayées et arrosées pour éviter que de la poussière ne se soulève. Dans les maisons qui longent la route, les gens sont agenouillés derrière les volets et observent notre procession dans un profond silence. Un nombre incroyable de personnes empruntent quotidiennement les grandes routes des provinces japonaises. À certains moments de l'année, elles sont aussi fréquentées que les rues d'une grande ville d'Europe. Il se trouve en effet que les Japonais voyagent davantage que les autres peuples. Dans ses notes, Kempfer brosse le portrait de tous ces voyageurs. Des samouraïs et le seigneur qu'ils servent, appelé daimyo, des marchands et des artistes ambulants, des bonzes et un groupe de jeunes femmes vêtues comme des nonnes. Elles couvrent leur tête rasée de capuchons de soie et se parent avec soin. Chacune s'attache à un voyageur en particulier, entame un air rustique et, tant qu'elle en tire profit, elle lui tient compagnie et l'amuse pendant plusieurs heures. Plus le trafic sur les routes augmentait, plus il y avait de marchands prêts à pourvoir aux besoins des voyageurs. Nous avons croisé nombre de belles échoppes. Commerçants, marchands d'étoffes, vendeurs de remèdes, vendeurs d'amulettes, libraires, souffleurs de verre, des apothicaires et d'autres camelots qui vantaient haut et fort la qualité de leurs marchandises. Il y a le long de notre route quantité d'humbles auberges, ainsi que des petits étals qui vendent de la nourriture, des tavernes où l'on boit du saké ou de la bière, des échoppes proposant gâteaux et douceurs. Les tables dressées à l'extérieur offrent une multitude de biscuits de couleurs et de formes variées. Ils sont magnifiques, mais bien souvent si durs qu'il est difficile de mâcher si l'on tente de mordre dedans. Autrefois considérés comme des parasites sociaux, les commerçants commençaient à améliorer leur statut dans la société nippone. Les colporteurs qui avaient réussi établissaient leurs échoppes le long de la route. Ils pouvaient ensuite construire un plus grand magasin, voire s'installer en ville. Kempfer était le témoin de l'évolution du mode de vie japonais. Les fondements de cette société très hiérarchisée allaient bientôt être ébranlés. Les samouraïs n'avaient pas le droit de faire du commerce, donc le niveau de vie des marchands augmentait tandis que celui des samouraïs baissait. Cela ne correspondait pas au principe de la société à l'époque des Tokugawa, où les samouraïs constituaient la classe supérieure. Les samouraïs représentaient moins de 10% de la population, mais ils formaient l'élite, la classe dirigeante. Dans le Japon des Tokugawa, on était samouraï par la naissance et eux seuls avaient le droit de porter 2 épées. Le dévouement et la loyauté envers leur maître, le daimyo, constituaient la base du code d'honneur de ces guerriers.
Mais le Japon connaissait alors une période de paix et l'avenir était incertain pour la classe des samouraïs, autrefois privilégiés. Ils n'avaient plus de guerre à livrer et de nombreux daimyo avaient du mal à entretenir une armée entière. Les samouraïs des couches les plus élevées pouvaient devenir fonctionnaires, mais les autres n'avaient pas la possibilité d'exercer des professions qui auraient été inférieures à leur statut. De plus en plus de samouraïs sans maître, les ronins, erraient ainsi dans les campagnes, à la recherche d'un nouveau maître à servir. La quête de nouvelles perspectives a conduit nombre d'entre eux dans les villes. Celle qui a connu la croissance la plus rapide était Edo, qui allait plus tard devenir Tokyo. C'était la capitale des shoguns de la dynastie Tokugawa et la destination du Dr Kempfer. Il allait y rencontrer le shogun, l'homme le plus puissant du Japon. Une fois arrivé à Edo, le Dr Kempfer est resté enfermé en résidence surveillée pendant 2 semaines. Il a finalement été convoqué au palais du 5e shogun, Tsunayoshi Tokugawa. La résidence du shogun est vaste et comporte de nombreux corridors et de grandes pièces que l'on peut fermer à l'aide de panneaux coulissants. Le délicat décor est dans la plus pure tradition japonaise. Les plafonds, les poutres et les colonnes sont ornés de motifs inspirés de la nature, laqués ou sculptés et dorés artistiquement pour représenter des oiseaux ou des feuillages. Ce qui est important concernant le 5e shogun Tsunayoshi Tokugawa, c'est qu'il s'agit du premier shogun qui n'a pas reçu une éducation de samouraï. C'est un lettré qui n'est pas censé devenir shogun. Il avait par conséquent une vision du monde très différente. La mère du shogun était la fille d'un marchand. Elle a réussi à s'affranchir de la barrière des castes quand le shogun en place a été séduit par son charme. Leur fils Tsunayoshi intégrait donc les 2 systèmes de valeurs, celle des samouraïs et celle des marchands. Sous son égide, la société japonaise allait prendre une nouvelle orientation. À sa cour, la maîtrise du pinceau était plus à la mode que les prouesses martiales. Les daimyo qui recherchaient ses bonnes grâces se faisaient protecteurs des arts et des lettres. Le Japon a ainsi connu une période d'épanouissement culturel. Tsunayoshi a transformé la société des samouraïs. Il condamnait la violence, qui faisait pourtant partie intégrante de l'éthique des samouraïs. Les lois de la compassion promulguées par le shogun, influencées par ses études du bouddhisme et des œuvres de Confucius au cours de sa jeunesse, étaient destinées à protéger toutes les créatures de la nature. Les lois de la compassion édictées par Tsunayoshi protégeaient ceux qui se trouvaient en bas de l'échelle sociale. Certaines de ces lois luttaient contre l'infanticide, ce qui était un grand progrès. Quand ils ne pouvaient plus les nourrir, les parents abandonnaient leurs enfants. Ils les laissaient simplement mourir. Mais Tsunayoshi a ordonné que désormais, les autorités devraient les prendre en charge. Mais Tsunayoshi Tokugawa est également connu pour avoir dilapidé les richesses de l'Empire pour ses propres plaisirs et pour avoir mené ses réformes avec une sévérité et un extrémisme qui l'ont rendu impopulaire. Né l'année du chien, le shogun a publié des lois très strictes pour protéger les chiens. Les samouraïs entretenaient de grandes meutes dans leurs demeures. Les chiens dont ils ne voulaient pas s'embarrasser étaient livrés à eux-mêmes, rôdaient dans les villes et attaquaient souvent les enfants. Personne ne voulait assumer la responsabilité de ces chiens. Et bien sûr, le shogun ne pouvait pas ordonner de les tuer. Il a fini par faire construire des refuges pour chiens. Au final, près de 40 000 chiens auraient été ainsi nourris dans ces refuges. Bien sûr, ce sont les seigneurs féodaux, les daimyo, qui ont dû les financer. Tsunayoshi Tokugawa allait devenir connu sous le nom de shogun des chiens. Le Dr Kempfer fait remarquer avec humour: quand un chien meurt, il est transporté dans la montagne et enterré avec autant de soin que si c'était un homme.
Un fermier qui transportait de la sorte son chien mort se plaignait à son voisin de l'année de naissance du shogun. Et l'autre de répondre « Mon ami, ne nous plaignons pas. S'il était né l'année du cheval, notre tâche serait encore bien plus lourde. » C'est donc devant le shogun des chiens que le docteur Kempfer fut convoqué. Après un mois de voyage et 2 semaines d'attente, l'expérience a laissé une telle impression sur Kempfer qu'il a dessiné des croquis pour illustrer son récit de cette représentation imposée. Après avoir été questionné pendant 2 heures, il nous a ordonné d'ôter nos manteaux, de danser, de sauter, de faire semblant d'être sourds, de parler dans notre mauvais japonais, de chanter. Nous avons dû nous plier à la demande du shogun en nous livrant à ses amusements et en réalisant d'innombrables autres singeries. Engelbert Kempfer et le 5e shogun avaient une chose en commun, leur grande curiosité. Mais lors de cette audience, le shogun se tenait derrière un panneau en bambou. Il a demandé à Kempfer de s'approcher du panneau et d'enlever sa perruque, de danser et de chanter pour lui. Et Kempfer s'est efforcé d'apercevoir le shogun et ses femmes derrière le panneau. Mais ils n'ont jamais pu se parler face à face. Le shogun et le docteur ne se sont rencontrés que 3 fois au total. Chacun a donné à l'autre un très bref aperçu de son monde. Le récit de Kempfer sur le Japon a connu un succès retentissant. Il a d'abord été publié en anglais, puis a été traduit en néerlandais, en français et même en russe. Pour l'essentiel, jusqu'au XXe siècle, les connaissances sur ce pays se basaient intégralement sur le récit de Kempfer baptisé « Histoire du Japon ». Le Japon n'avait aucune envie d'ouvrir ses portes aux Occidentaux. Le pays vivait en paix, mais l'économie était en déclin. Des milliers de samouraïs sans maître allaient maintenir le pays sous tension. Au début du XVIIIe siècle, Edo était probablement la plus grande ville au monde, avec une population de plus d'1 million d'habitants. Contrairement aux capitales européennes, les citadins bénéficiaient d'une ville sûre et propre, dotée d'un système de recyclage très évolué. Sa prospérité était exceptionnelle. Les pièces de cuivre circulent à flot, tandis que celles d'argent s'entassent comme des congères de neige. Il se vend chaque matin de telles quantités de poissons qu'on peut se demander si les ressources de la mer n'ont pas été épuisées. Au loin, on aperçoit le mont Fuji, qui se découpe sur l'horizon dans toute sa magnificence. Au moins la moitié de la population d'Edo se composait de samouraïs, venus à la capitale avec leurs seigneurs, les daimyo. Faute de guerre, les samouraïs avaient du temps libre, mais pas toujours les moyens d'en profiter. L'inconvénient de cette période de paix pour les samouraïs, c'est qu'il leur était interdit de se lancer dans le commerce. Ils ont par conséquent vu petit à petit que beaucoup de riches marchands pouvaient se permettre ce qu'ils voulaient, parce qu'ils avaient plus d'argent qu'un samouraï moyen. Assez ironiquement, ceux qui tiraient profit de cette organisation de la société étaient les marchands, qui fournissaient aux samouraïs tout ce dont ils avaient besoin. Ils avaient désormais les moyens d'obtenir une certaine éducation, de développer leur goût culturel et de rivaliser avec la classe supérieure des samouraïs, que ces marchands avaient toujours admiré et envié. Les barrières sociales étaient en train de tomber. Depuis le début de la dynastie des Tokugawa, une structure de classe rigide avait maintenu chacun à sa place. Bien que les membres de différentes classes ne soient pas supposés fraterniser, les règles commençaient à fléchir.
Dans des situations mondaines, comme les très populaires clubs de haïku, auxquels participaient activement aussi bien des samouraïs que des marchands, chacun se dotait d'un pseudonyme. Cela leur évitait d'employer leur nom de famille officiel et les libérait des règles rigides que le statut social de chacun imposait. Stimulés par la paix et la prospérité économique, les arts et les divertissements s'épanouissent. L'intérêt que les samouraïs portaient à l'éducation avait encouragé l'alphabétisation de toutes les classes sociales. 85% de la population masculine d'Edo lisait avidement. En 1800, il existe environ 120 cercles de haïku. On compte également quelques 500 librairies et l'édition connaît en parallèle une intense activité. Les gens réclamaient ces livres et ces informations. Ils voulaient lire des fictions passionnantes. Certains des plus grands romans à succès de l'époque ont été écrits par Ihara Saikaku, un marchand devenu homme de plume. Il célébrait dans ses livres la culture populaire émergente de cette période, un genre très novateur dans la fiction japonaise. Saikaku arpentait les rues d'Edo pour trouver la matière de ses œuvres. Il connaissait aussi bien les prostituées et les daimyo que les mendiants et les marchands. Il les décrivait avec une candeur sans retenue et un humour paillard, en particulier les nouveaux marchands riches qui tentaient de rivaliser avec le raffinement des samouraïs. Une personne peu informée pourrait croire qu'ils sont tous issus de bonnes familles. Mais je vais vous dire la vérité. L'homme en kimono brillant est un fabricant de colle. Il vend des os de bovins et de la bave de vache. À le voir si bien habillé, on croirait que ses os à lui sont le fruit d'une lignée fameuse. Mais il a été obligé d'hypothéquer sa maison. Ses créanciers l'ont traîné en justice, et si vous voulez mon avis, il est fou de sortir en ville la nuit. À Edo, sortir en ville la nuit faisait souvent allusion au kabuki, la forme de théâtre la plus populaire. Pour les habitants d'Edo, les acteurs de kabuki étaient aussi célèbres que les vedettes d'Hollywood. Les amateurs collectionnaient des gravures de leurs acteurs préférés, non seulement pour le plaisir de les avoir, mais aussi pour voir les costumes fantastiques qu'ils portaient sur scène. Si les amateurs appréciaient vraiment un certain style ou une coupe, cela lançait aussitôt une nouvelle mode. Les pièces de kabuki pouvaient être des récits romantiques ou héroïques. L'une des plus célèbres, Shushingura, se rapporte à une histoire vraie. Un daimyo avait été humilié par un fonctionnaire de la cour impériale. Le shogun en place avait ordonné au daimyo de se suicider par harakiri. Indignés par cette mort, 47 de ces guerriers ont vengé l'honneur de leur maître en tuant le fonctionnaire. Cette action avait représenté un dilemme pour le shogun de l'époque. En respectant leur code de l'honneur, les samouraïs avaient défié son autorité. La population l'a supplié de se montrer clément, mais le shogun n'a pas cédé et a ordonné aux samouraïs de se suicider à leur tour. Ces samouraïs avaient ainsi vécu et étaient morts en respectant leur code de l'honneur. Cet incident avait passionné le public. Ces hommes ont rapidement été immortalisés dans une pièce de kabuki en guise d'hommage à une époque révolue. Pour eux, cela représentait l'idéal d'un samouraï qui serait tellement désintéressé et dévoué à son honneur et à son maître qu'il renonce à sa propre vie. C'était rassurant dans un monde mercantiliste et chaotique où la plupart des samouraïs passaient leur temps à boire, à faire la fête, à aller au théâtre et à se montrer aussi égoïstes que tout un chacun. Ici, les 47 samouraïs agissent en véritables guerriers. Un cri d'enthousiasme unanime s'élève. Bravo! Bravo! Cette approbation des fidèles serviteurs résonnera pour les siècles à venir. Nous avons raconté ici leur gloire sans cesse renouvelée, comme les feuilles du bambou.
L'honneur des samouraïs persiste à jamais dans les mythes et les légendes. Mais dans le Japon des Tokugawa, il n'y avait plus de guerre ni de quête pour une gloire éternelle. Dans la vraie vie, les samouraïs allaient devoir trouver un autre exutoire à leur passion. La courtisane arrange son habit de manière à ce que la soie rouge de son sous-vêtement s'écarte et révèle un soupçon de peau blanche. En voyant ceci, les hommes perdent la raison et dépensent l'argent qu'on leur a confié, même si cela doit littéralement leur faire perdre la tête le lendemain. La plupart des hommes se contentent de jeter des regards envieux à ceux qui peuvent se payer les services de la courtisane. Plus de 3000 courtisanes et geishas exerçaient leur commerce à Yoshiwara, le quartier des plaisirs d'Edo. Réglementé par l'État, Yoshiwara était un outil efficace pour garder la bouillonnante population masculine sous un contrôle vigilant. Comme des soldats en permission permanente, les samouraïs passaient souvent leur temps libre à en admirer les séduisantes illusions et y gaspillaient souvent leur maigre pécule. Yoshiwara était un lieu de rêve pour les hommes d'Edo. Il leur fournissait de la fantaisie, de l'imagination et de la romance. C'était comme à Hollywood, où l'on attache tant d'importance à la célébrité. Entouré de murs, de grilles et de douves, c'était une ville dans la ville. Aucun occidental n'avait jamais eu le droit d'en goûter les plaisirs. Il existait une grande différence entre les geishas et les courtisanes. Les geishas étaient des artistes professionnels. Elles ne vendaient pas leur corps. Elles offraient aux hommes leur musique, leur chant et leur danse en guise de divertissement. Les courtisanes, en revanche, divertissaient leurs clients par leurs conversations et des relations sexuelles. Les courtisanes de Yoshiwara formaient l'élite des prostituées. S'ils désiraient juste satisfaire leurs besoins sexuels, les hommes pouvaient trouver des établissements clandestins et peu chers n'importe où dans Edo. Mais ils préféraient aller à Yoshiwara à cause de son caractère spécial et prestigieux. Recrutés dès le plus jeune âge au sein de familles pauvres, les geishas, tout comme les courtisanes, recevaient une éducation basée sur une étiquette stricte et acquéraient un sens exceptionnel du style et du raffinement artistique. Leur capacité à tenir une conversation sur la dernière pièce ou sur les potins de la ville était aussi importante que ce qui venait après. Les courtisanes et leurs clients se retrouvaient dans les maisons de thé des environs. Il s'agissait d'endroits distingués, au lieu de l'élégance et de l'esprit, un peu similaires au café en Occident à la même époque. Savoir jouir des plaisirs de Yoshiwara était un art en soi. On enseignait aux courtisanes de Yoshiwara à se sentir supérieures à leurs clients. Si un homme voulait visiter Yoshiwara, il devait se préparer 6 mois à l'avance. Il devait acheter de belles épées, il devait réfléchir aux vêtements qu'il allait porter, parce qu'il ne pouvait pas se présenter juste comme ça. La courtisane avait le droit de refuser un client s'il ne lui plaisait pas, même s'il avait les moyens de payer ses services. Il fallait donc commencer par donner une bonne impression à la courtisane. Ensuite, une fois qu'il s'était engagé auprès d'elle, il n'avait plus le droit de rendre visite à d'autres femmes. S'il se rendait en douce voir quelqu'un d'autre, l'entourage de la courtisane avait le droit de le punir. En lui coupant les cheveux ou en lui faisant porter le kimono rouge des femmes, par exemple, et en se raillant de lui.
Yoshiwara développait ses propres coutumes, ses arts, ses modes et son langage particulier. Ce monde semblait bien loin des dures réalités de la vie. Ne vivre que pour l'instant présent. S'adonner tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, des fleurs de cerisier et des feuilles d'érable. Chanter des chansons, boire du saké, se caresser l'un l'autre et simplement dériver. Ne pas se laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage, mais dériver comme une calebasse qui flotte sur la rivière. C'est ce que nous appelons ukiyo-e, le monde flottant. Mais le terme ukiyo conserve le sens bouddhiste de l'aspect transitoire de la vie. Les souffrances sont toujours présentes, en particulier pour les courtisanes et les prostituées qui avaient toutes des soucis. Elles étaient très malheureuses, mais devaient néanmoins simuler une apparence brillante et joyeuse pour leur public. Cela me fait penser au blues dans le monde du jazz. Cette langueur et cette tristesse indescriptible sont très proches de la notion d'ukiyo pour moi. Pour les samouraïs qui fréquentaient Yoshiwara, les temps changeaient. Ils continuaient de s'entraîner chaque jour au combat, mais sans guerre à mener, beaucoup perdaient leurs repères. Les guerriers d'aujourd'hui ne parlent que de femmes, de nourriture et de boissons, d'acteurs et de pièces de théâtre. Leur talent à l'escrime et à la lance ne leur servent qu'à accomplir des vendettas personnels. Ils n'étudient le tir à l'arc et l'artillerie que pour se donner en spectacle. Ils ne chevauchent que pour les cérémonies. Katsu Kokichi était un samouraï de classe moyenne, attiré par Yoshiwara, mais qui n'avait pas les ressources nécessaires pour y satisfaire ses désirs. J'avais 21 ans et j'étais sans le sou. Je n'avais d'autre choix que de vendre mon épée de tous les jours. Je ne possédais que les vêtements que je portais. Pour oublier mes chagrins, je suis allé à Yoshiwara. C'étaient des jeunes gens en rupture avec la société. Ils portaient des kimonos trop grands, des coiffures insolites. Ils avaient parfois le crâne rasé en signe de protestation. Beaucoup de ces jeunes gens sans emploi et désespérés, comme Katsu Kokichi, vivaient en marge de la société, sombrant souvent dans les dettes, réduits au vol et au banditisme. Quand nous avons pénétré dans l'enceinte du temple, deux personnages troubles se sont approchés en fredonnant. Sans prévenir, mon compagnon a craché au visage de l'un d'eux. Nous avons alors remarqué un groupe d'une vingtaine d'hommes, tous armés de longues lances munies de crochets. De l'autre côté du portique, 30 hommes supplémentaires attendaient, pique à la main. Nous étions 4 contre 50. Pour Katsu Kokichi, le code d'honneur des samouraïs était totalement révolu. Vers le milieu du XVIIIe siècle, les plaisirs coûteux de Yoshiwara n'étaient plus à la portée de la bourse de la plupart des samouraïs. Le quartier des plaisirs a dégénéré. Les tenanciers de bordel ont perdu leur fierté. Ils étaient devenus des esclaves de l'argent et avaient perdu leur compassion. Certains étaient devenus très cruels et traitaient les prostituées de façon lamentable. Il y a même eu des décès. Vers la fin de cette période, les prostituées malades ne recevaient ni soins ni médicaments. Et quand elles mouraient, on les jetait à la fosse commune. Sentiment de solitude, comme des mauvaises herbes qui flottent, coupées à la racine,
Je ne peux que suivre l'eau, là où elle me porte. Le monde insulaire des samouraïs était en plein déclin. Pour trouver un remède à ces maux, certains commençaient à se tourner vers une direction bien improbable. L'Occident semblait à présent porteur d'idées et d'espoirs nouveaux. Je ne pouvais pas en lire un mot, bien sûr, mais je n'avais jamais rien vu de tel que ce dessin des viscères, des os et des muscles. Le médecin Sugita Genpaku ne lisait pas le néerlandais. Mais en tombant sur un ouvrage d'anatomie hollandais, il a été fasciné par les illustrations. Il n'avait jamais rien vu de semblable dans les livres chinois de médecine. Au milieu du XVIIIe siècle, les ouvrages occidentaux, d'abord importés illégalement depuis les Pays-Bas, ont suscité l'intérêt de nombreux scientifiques et médecins japonais. Sugita Genpaku a obtenu la permission du gouvernement de diriger la première autopsie autorisée du cadavre d'un criminel à des fins scientifiques. Le cadavre en question était celui d'une femme d'une 50aine d'années. Un vieux boucher indiquait différents endroits et les nommait. Mais il n'avait pas de nom pour certains éléments. Lorsque nous avons comparé ce que nous voyions avec le livre néerlandais, cela correspondait exactement à l'illustration. Le docteur Sugita et ses amis ont éprouvé une certaine honte à tenter de soigner des patients sans connaître réellement le corps humain. Ils ont fait serment d'approfondir leur savoir. Sugita a appris le néerlandais en autodidacte afin de pouvoir traduire le livre. Dès le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour commencer. Petit à petit, nous avons pu déchiffrer 10 lignes ou plus par jour. Après 2 ou 3 années d'études poussées, tout est devenu clair pour nous. Et notre joie était aussi douce que la canne à sucre. En 1774, le shogun a donné au docteur Sugita l'autorisation de publier l'ouvrage de médecine afin de partager ses connaissances avec d'autres médecins. Ce livre a contribué à l'intérêt porté à l'apprentissage du néerlandais, connu sous le nom de Rangaku. À l'origine, le Rangaku était lié aux études de médecine. Lorsque les médecins ont découvert que les nouveaux médicaments occidentaux en provenance de Hollande leur permettaient de soigner des affections contre lesquelles les méthodes de soins traditionnelles japonaises ne pouvaient rien, ils se sont beaucoup intéressés à l'étude du Rangaku. Progressivement, alors que la connaissance du néerlandais se répandait, d'autres aspects du Rangaku ont été introduits au Japon, tels que l'astronomie, la science et la physique. Près d'un siècle après le docteur Engelbert Kampfer, la soif de connaissances occidentales allait initier l'ouverture du Japon depuis l'intérieur. Cependant, quel que soit l'intérêt que portaient certains intellectuels japonais aux connaissances occidentales, d'autres étaient convaincus que tout ce qui venait de l'Occident constituait une menace pour la société nippone. L'un des mots apparus récemment est l'étude du néerlandais. Ces étudiants ont été séduits par le faible qu'éprouvent certains envers les nouveaux gadgets et médicaments rares qui réjouissent l'œil mais vident le cœur. Si un jour, ces étrangers félons devaient profiter de cette situation et inciter des personnes ignorantes à suivre leurs mœurs, notre peuple adopterait des pratiques telles que manger du chien ou du mouton. Personne ne serait plus en mesure d'y mettre un frein. Ce serait comme de nourrir des barbares dans notre propre pays.
Aujourd'hui, les barbares de l'Occident, ces misérables organes des jambes et des pieds du monde, traversent les mers, asservissent d'autres pays et osent lorgner sur des nations plus nobles en s'en approchant d'un pas boiteux. Comment qualifier cette arrogance ? Le Japon avait réussi à maintenir les barbares hors de leurs frontières pendant plus de 2 siècles. Mais au milieu du 19e siècle, l'affirmation de l'Occident était inéluctable. Le territoire des shoguns fait face à une menace stratégique sur 3 fronts. Au nord, les Russes se rapprochent. Au sud, ce sont les Britanniques. Et enfin, les Américains arrivent par l'Est. Nouveau pays sur la scène mondiale, les États-Unis d'Amérique étaient en pleine effervescence. On savait que le Japon possédait de vastes gisements de charbon, mais également beaucoup de baleines, dont l'huile graissait littéralement les rouages de l'industrie américaine et représentait un marché de plusieurs millions de dollars. Les chasseurs de baleines avaient dépeuplé l'Atlantique Nord, l'Amérique se tournait à présent vers l'Ouest et le Japon. Si le Japon, ce pays verrouillé à double tour, devait un jour devenir hospitalier, tout le crédit en reviendra aux baleiniers. C'est ce qu'Herman Melville écrivait dans son roman Moby Dick, consacré à une baleine blanche rôdant dans les eaux japonaises. Il a été publié en 1851, alors que les États-Unis étaient prêts à imposer leur puissance. Les dirigeants nippons avaient conscience de la pression croissante au large de leurs côtes. Les shoguns se préparaient depuis des décennies à l'arrivée des Occidentaux. Un bureau spécial de traduction avait été établi pour réunir des informations sur l'Occident et développer une équipe de spécialistes des affaires étrangères qui connaissaient un peu le monde occidental. Les principaux conseillers du shogun l'ont mis en garde contre une menace étrangère immédiate et lui ont demandé de renforcer ses défenses. Nous devrions construire des bateaux de guerre. Si des barbares arrivent dans nos mers, nous devrions alors les exterminer jusqu'au dernier. D'autres craignaient que le Japon soit incapable de résister à l'Occident. Leurs armements et leurs bateaux n'avaient pas évolué depuis l'époque où ils avaient fermé leurs portes à l'Europe 2 siècles plus tôt. L'incertitude régnait. C'est alors que, à l'aube du 2 juillet 1853, un pêcheur japonais signale un fait étrange. On m'a dit que des bateaux brûlaient. Je suis monté sur la montagne pour avoir une meilleure vue. Les bateaux se rapprochaient. À leur forme, il était évident qu'il s'agissait de bateaux étrangers et non japonais. Ce que nous avions pris pour un brasier en pleine mer était en réalité de la fumée noire qui s'échappait de leur cheminée. Ces bateaux à vapeur étaient gigantesques par rapport à tous les bateaux de l'archipel. Pour les Japonais, c'étaient des kurofune, des bateaux noirs diaboliques. L'escadre américaine transportait 60 canons et près d'1 millier d'hommes. Et ils ont jeté l'ancre non pas à Nagasaki, le port réservé aux étrangers, mais dans la baie d'Edo, la propre capitale du shogun. Lorsqu'il a appris la nouvelle, le shogun en est tombé malade. Savoir qu'une armada étrangère était à sa porte lui avait, semble-t-il, causé un grand choc. Ses conseillers ont alors tenté de gérer la crise. Les nouveaux messages se succédaient. La situation paraissait tellement soudaine, ardue et importante. Les grands clans reçurent l'ordre de maintenir une surveillance stricte, comme s'il était envisageable que ces bateaux barbares puissent commettre des actes de violence. Dans une démonstration de force désespérée, les Japonais ont envoyé une flotte de bateaux de la garde côtière entourer les navires américains. L'officier japonais leur a ordonné de partir, mais le commandant de l'escadre, le commodore Matthew Perry, l'a ignoré.
Je savais que plus je me montrerais inaccessible et exigeant, plus ces adeptes des formes et des cérémonies me respecteraient. 5000 samouraïs armés d'épées et de canons obsolètes se sont rassemblés sur la rive. De nouveau, l'officier en chef japonais a ordonné à Perry « quitter immédiatement la baie d'Edo ». Le Commodore a refusé. Mon idée était de leur faire comprendre que la puissance et l'influence du gouvernement des États-Unis étaient supérieures à ceux du Japon. Il en allait de l'honneur de la nation et de l'intérêt du commerce. Depuis la berge, les Japonais ont regardé les équipages de Perry se préparer à passer à l'action. Les canons ont été chargés, les fusils armés. Perry est descendu à terre. Il a montré ses papiers et posé son ultimatum. Il attendait du Japon qu'il obéisse à l'exigence des États-Unis d'ouvrir le pays au commerce. Dans le cas contraire, il était prêt à soumettre le Japon par la force. Il reviendrait au printemps pour connaître la réponse. Puis, il a quitté la baie d'Edo avec son escadre. Leur comportement et leur manière de s'exprimer étaient d'une arrogance incroyable. Et l'insulte faite à notre dignité nationale était de taille. Ceux qui l'ont entendu n'ont rien pu faire d'autre que de grincer les dents et supporter cette insulte en silence. Après le départ des barbares, quelqu'un a dégainé son épée et réduit en pièces un portrait de leur chef, Perry. Perry était redouté. Des portraits le représentaient comme un démon. D'autres montraient ses bateaux cracher du feu. Le but de cette campagne était de déclencher une sorte d'hystérie au sein d'une partie de la population nippone. En même temps, il exerçait une certaine fascination avec ces bateaux plus grands que tout ce qui s'était vu jusqu'alors. Les prouesses technologiques des Américains contribuaient à cette fascination. Pour compliquer les choses, le shogun était mort et son successeur n'était pas mentalement apte à assumer ses fonctions. Ses conseillers ont tenté de prendre les décisions à sa place, mais n'ont pas réussi à aboutir à un accord. Le dirigeant du pays décide de demander leur avis à tous les daimyo pour décider ce qu'il convient de faire. C'est une rupture radicale avec la tradition. Les relations avec l'étranger sont du ressort du shogun, dont le titre même signifie « grand commandant militaire pour la soumission des barbares ». Et voilà qu'il demande au daimyo de prendre la décision à sa place. Deux positions s'affrontent. Ceux qui sont pour l'ouverture. Les Américains ne comprennent pas les principes éthiques de l'humanité et de la justice. Nous n'aurons pas d'autre choix que de faire commerce avec eux. Et l'autre qui consiste à révérer l'empereur et à chasser les barbares. Les Américains sont venus pour conquérir le Japon. Si nous ne les chassons pas maintenant, d'autres puissances étrangères suivront. La situation est dangereuse. Tandis que le débat faisait rage, le shogun s'abstenait de prendre une décision. La fin de l'année a été marquée par des compromis acceptés à contre-cœur et des tentatives insuffisantes pour établir une défense côtière. Perry est réapparu en février plus tôt que prévu. Cette fois, la démonstration de force était encore plus éclatante. Il arrivait avec le double de bateaux et d'hommes d'équipage. C'était un défi à l'honneur des Japonais, mais ils n'avaient aucun moyen de le défendre. Leur seul espoir résidait dans la négociation. Les pourparlers ont commencé dès que Perry est descendu à terre. Ils se sont prolongés jusque dans la nuit et pendant les 23 jours suivants. Le traité, finalement conclu, offrait un compromis qui satisfaisait les intérêts des deux pays. Perry a obtenu ce qu'il voulait, à savoir établir des liens entre le Japon et les États-Unis.
Le shogun a obtenu ce qu'il voulait, à savoir ne pas abandonner son contrôle sur les relations avec l'étranger, ni ouvrir le Japon à un commerce incontrôlé. Je ne suis pas certain que le shogun soit suffisamment reconnu dans l'histoire pour avoir choisi la paix plutôt que la guerre. La décision d'ouvrir ses portes à l'Amérique et à l'Occident peut paraître la conséquence de la faiblesse du Japon, mais cette décision n'allait pas de soi. Le shogun a agi de manière pragmatique et choisi la paix afin de préserver l'intégrité et la souveraineté territoriale de son pays. Avant de signer le traité de paix avec Perry, le shogun a organisé des festivités, un passage obligé dans toute négociation commerciale au Japon encore de nos jours. Des lutteurs de sumo ont fait la démonstration de leur capacité. Le premier a proposé à Perry de lui donner un coup de poing dans le ventre. Un autre a soulevé 2 énormes sacs de riz au-dessus de sa tête pour montrer sa force. Perry a offert du champagne et du whisky. Il a remis des présents aux Japonais, dont en particulier un télégraphe, un appareil photographique et un modèle réduit de locomotive à l'échelle 1/4, des innovations qui n'avaient jamais été vues au Japon. Les ingénieurs japonais en ont rapidement établi les plans pour les copier. Trois jours plus tard, l'accord était signé. Peu de temps après, le Japon a également signé des accords commerciaux avec la Russie, l'Angleterre, la France et la Hollande. Bien qu'elle ait réussi à trouver un arrangement avec l'Occident, les jours de la dynastie Tokugawa étaient comptés. La classe des guerriers ne présidait plus aux destinées de la société japonaise. 10 ans plus tard, les samouraïs étaient officiellement dissous. Mais leur éthique continuerait à marquer profondément la culture nippone. En 1868, l'abdication du 15e shogun mit un terme à 265 ans de règne de la dynastie Tokugawa. Le Japon entrait dans une ère nouvelle.